Alors aujourd'hui, on se lance dans une exploration assez intense. On va parler d'un livre qui secoue pas mal, Black Rednecks and White Liberals de Thomas Sowell. Oui, c'est une série d'essais assez provocateurs, il faut le dire. Complètement. Ils viennent vraiment bousculer des idées reçues sur la culture, l'histoire, les relations entre les groupes. Mhm. Et notre but, comme d'habitude, ce n'est pas de valider ou d'invalider, c'est de comprendre. On va juste décortiquer les arguments de l'auteur en se basant sur le texte. Et c'est important de préciser ce que l'auteur lui-même dit de son intention. Il ne cherche pas à donner des solutions. Non, pas du tout. Son but, c'est d'apporter de la compréhension. To get understanding, comme il dit. Voilà. Pour ça, il s'appuie sur énormément de faits historiques, de sources très variées, pour essayer de démêler des questions sociales qui sont très complexes. C'est une invitation à regarder les origines culturelles de certains phénomènes. Commençons par la thèse principale, celle qui est sans doute la plus explosive. Celle de l'essai qui donne son nom au livre. Exactement. L'auteur avance que beaucoup de traits culturels qu'on associe aujourd'hui, disons, à la culture noire des ghettos américains, La violence, un certain rapport au travail, un dialecte spécifique. c'est ça, eh bien tout ça n'aurait ses racines ni en Afrique, ni directement dans l'héritage de l'esclavage. Ce qui est déjà un postulat de départ assez fort. Très fort, oui. Il affirme que la source, en fait, c'est une culture blanche. Une culture blanche, Et observée aujourd'hui, viendrait d'un autre groupe à une autre époque. c'est ça. Et que cette culture a ensuite été transportée dans les ghettos du Nord lors des grandes migrations. C'est un retournement complet du récit habituel. Il faut qu'on comprenne d'où elle sort, cette culture redneck. Quelle est son origine, d'après le livre? Alors pour ça, il faut remonter encore plus loin. L'auteur explique que la plupart des migrants blancs qui sont allés dans le sud américain Oui, ne venaient pas des centres culturels anglais comme Londres. Ils venaient des franges, des régions les plus reculées et turbulentes de Grande-Bretagne. c'est-à-dire? Le nord de l'Angleterre, l'Écosse, l'Ulster en Irlande, des régions frontalières souvent sans foi ni loi, avec une longue histoire de conflits. Une sorte de Far West britannique, si on veut. C'est une bonne image. Et le point crucial, c'est le timing de leur migration. Ils sont partis pour l'Amérique avant les grandes transformations du XVIIIe siècle. Comme le siècle des Lumières. Exactement, le siècle des Lumières écossais, qui a complètement modernisé et éduqué ces régions. Eux, ils sont partis avec la culture d'avant, une culture plus ancienne, plus brute, quoi. D'accord. Alors, concrètement, elle ressemblait à quoi, cette culture? C'est là que ça devient fascinant. Le livre en fait un portrait très vivant. Le premier trait, c'est un orgueil démesuré et une violence explosive qui va avec. Une fierté à fleur de peau. C'est ça, une susceptibilité extrême au moindre manque de respect. Être diste, comme on dirait. Il raconte cette anecdote d'un Anglais menacé de mort par un sudiste. Ah oui? Son crime, il avait juste engagé un autre homme pour faire un travail. L'autre l'a pris comme une attaque personnelle, une attaque contre son honneur. La violence comme réponse quasi automatique à l'insulte. Et ce n'était pas marginal, c'était socialement accepté, voire valorisé. L'aristocratie avait ses duels, et chez les gens du commun, c'était des combats d'une brutalité. Les rough and tumble fights. Oui, où le but était de mutiler l'adversaire. Et le plus fou, c'est que les jurys acquittaient souvent les meurtriers. Si la victime l'avait insulté, ça pouvait être considéré comme de la légitime défense. C'est une logique qui nous est complètement étrangère aujourd'hui. Et sur le plan économique, ça donnait quoi? Un impact énorme. Le livre décrit un manque total d'esprit d'entreprise, d'assiduité, de planification. Il cite un observateur du Nord, je crois. Oui, Frédéric Law Armstead, qui parlait de pauvreté paresseuse. L'exemple le plus parlant, c'est celui de l'industrie laitière. Ah, vas-y, ça c'est incroyable. En 1860, le Sud possède 40% de toutes les vaches laitières des États-Unis. 40%. Donc on s'attend à une production énorme. Ben non, il ne produisait que 20% du beurre Ouais. et, attends, 1% du fromage. 1%. C'est une blague? 1%. Ouais. La qualité était si mauvaise qu'un journal de Virginie a écrit que leur beurre était à peine bon pour graisser une roue de charrette. C'est hallucinant. Et les quelques laiteries qui marchaient bien dans le Sud, elles étaient tenues par qui à ton avis? Des immigrants, j'imagine. Des Suisses ou des Allemands. Systématiquement. Un potentiel énorme, mais pas du tout exploité. C'est presque un choix culturel de ne pas produire. C'est tout l'argument du livre. Il y avait une inertie, une préférence pour le loisir, pour le statut social, plutôt que pour le travail acharné. Il y a un autre exemple, non? Avec le charbon? Ah oui, en Alabama, près de Tuscaloosa, il y avait des gisements de charbon et de marbre de super qualité, juste sous leurs pieds.
Et donc, Ils importaient leur charbon de Philadelphie et leur marbre d'Italie. c'est irréel. Voilà. C'est l'illustration d'une culture qui n'incite pas à l'effort productif. Et pour la religion et la langue, on retrouve des parallèles. Absolument. Le style religieux très émotionnel, les fameux camps meetings en plein air, les prédicateurs qui hurlent, qui gesticulent. Oui. C'est un héritage direct des pratiques de ces régions frontalières britanniques. Et pour la langue, l'auteur soutient que beaucoup de tournures du dialecte noir, comme axe pour ask, Ou 10 pour 10. exactement, ça ne viendrait pas d'Afrique, mais de dialectes de l'Angleterre rurale. D'accord. Le tableau est clair. Mais alors, le lien. Comment cette culture passe à la population noire, qui était quand même asservie, donc séparée? La logique est géographique et démographique. La grande majorité des Noirs américains vivaient dans le Sud, au milieu de cette culture blanche dominante. Mhm. Même sous l'esclavage, les contacts étaient quotidiens. Après l'émancipation, c'est l'environnement dans lequel ils évoluent. Et quand ils migrent vers le Nord, des décennies plus tard, ils emportent ce bagage culturel. Et le problème, selon l'auteur? C'est que c'est très culturel, la violence impulsive, le manque de prévoyance, se sont avérés complètement contre-productifs dans un nouvel environnement urbain, industriel. Mais euh, est-ce que c'était une fatalité? Est-ce que le livre présente une alternative, une autre influence? Oui, et c'est un contrepoint qui est absolument essentiel. Il décrit une sorte d'expérience sociale à grande échelle juste après la guerre de sécession. Laquelle? Des milliers de missionnaires et d'enseignants, surtout des femmes, qui sont venus de la Nouvelle-Angleterre pour fonder des écoles pour les esclaves fraîchement libérés. Ah, la Nouvelle-Angleterre, donc la culture puritaine, les Yankees. On est à l'opposé complet de la culture redneck. Exactement. Et leur but était très clair. Ils voulaient déraciner la culture ambiante pour la remplacer par la leur. C'était dit explicitement. Oui, tout à fait. Ils enseignaient la discipline, l'épargne, la ponctualité, la maîtrise de soi, la morale puritaine, quoi. Ils rejetaient ouvertement ce qu'ils appelaient l'émotivité religieuse des masses noires du Sud. Qui était donc un héritage de la culture blanche locale. C'est ça. C'était une véritable transplantation culturelle. C'est fascinant. On a donc deux logiciels culturels proposés à la même population, au même moment. Quels ont été les résultats? Les résultats décrits sont spectaculaires. L'auteur cite l'université d'Atlanta où d'anciens esclaves et leurs enfants excellaient en latin, en grec, en géométrie. Ça stupéfiait les observateurs blancs de l'époque. Et il y a l'exemple de cette école à Washington, non? Dunbar. L'école Dunbar, oui. C'est l'exemple le plus emblématique. Qu'est-ce qu'elle avait de si spécial? Pendant 85 ans, de 1870 à 1955, ça a été une école publique pour Noirs, avec des standards académiques incroyablement élevés, calqués sur le modèle de la Nouvelle-Angleterre. Et les résultats suivaient? Les élèves obtenaient des résultats aux examens nationaux qui étaient égaux, parfois supérieurs, à la moyenne nationale, y compris celle des Blancs. La grande majorité allait à l'université. Pour l'auteur, c'est la preuve. La preuve que lorsque le bon capital culturel est transmis, les résultats suivent, indépendamment de tout le reste. C'est le cœur de son argument. La culture n'est pas une question de fierté. C'est un ensemble d'outils, un capital humain, avec des conséquences très pratiques. Et cette idée de la culture comme moteur, on la retrouve dans d'autres essais du livre, il me semble. Il élargit la perspective au-delà des États-Unis. Oui, tout à fait. Il développe un concept pour analyser des dynamiques similaires partout dans le monde. C'est ce qu'il appelle les minorités intermédiaires. Les Medolaman Minorities. Exactement. C'est un concept qui aide à comprendre pourquoi certains groupes, partout, tout le temps, réussissent économiquement de manière spectaculaire. Tout en étant souvent persécutés. Voilà. De qui parle-t-on, par exemple? Le livre cite les Juifs en Europe de l'Est, les Chinois en Asie du Sud-Est, les Libanais en Afrique de l'Ouest, les Indiens en Afrique de l'Est. Des groupes très différents, mais qui occupent la même niche économique. C'est ça, le rôle d'intermédiaire entre producteurs et consommateurs, petits commerçants, prêteurs, ce genre de choses. Et ils partageraient des traits culturels qui expliqueraient leur succès. Tout à fait. Il y a un schéma qui se répète. Ils commencent souvent très pauvres. Mais ils ont ce capital culturel, une éthique de travail acharnée, une frugalité extrême, une forte tendance à épargner, et des liens communautaires très forts qui servent de réseau de confiance. D'accord. Ce qui nous amène au grand paradoxe. S'ils réussissent et qu'ils sont utiles, pourquoi sont-ils si souvent haïs? Et c'est le point le plus contre-intuitif. Le ressentiment ne vient pas de leur inutilité, mais bien de leur utilité et de leur succès. Comment ça? D'abord, leur rôle économique est mal compris. On les voit comme des parasites qui s'enrichissent sans rien produire. On ne voit pas la valeur du commerce, du crédit.
Ensuite, leur succès, souvent disproportionné par rapport à leur nombre, crée de l'envie. Et enfin, leur cohésion interne est perçue comme de l'exclusivisme. Donc, si je te suis, plus ils sont indispensables à l'économie locale, plus ils sont détestés. C'est terrible comme dynamique. C'est exactement ça. L'auteur dit que c'est dans les sociétés où leurs compétences sont les plus rares et donc les plus précieuses qu'ils sont le plus en danger. Et à l'inverse? À l'inverse, ils s'intègrent bien mieux dans des sociétés comme les États-Unis ou l'Australie, où la majorité a déjà une culture entrepreneuriale. Leur succès choque moins et est mieux compris. C'est une grille de lecture puissante. Et je me demande comment il l'applique à un sujet encore plus sensible, l'histoire de l'esclavage. Il l'aborde avec le même cadre de pensée contre-intuitif. Totalement. L'essai sur l'esclavage est peut-être le plus radical. Quels sont ses arguments principaux? Il y en a 3. Le premier, c'est l'universalité de l'esclavage. Il martèle que pendant presque toute l'histoire humaine, l'esclavage n'était ni une invention occidentale, ni une pratique basée sur la race. C'était une institution mondiale. Mondiale. Des Européens asservissaient d'autres Européens, des Africains d'autres Africains. La règle était simple, on asservissait les plus vulnérables, ceux qu'on pouvait battre, peu importe leur couleur. D'accord. L'Occident n'a pas inventé l'esclavage, il y a participé. Précisément. Le deuxième argument, c'est l'abolition. Et là, ça devient très provocateur. L'auteur soutient que si l'esclavage était universel, le mouvement pour l'abolir, lui, ne l'était pas du tout. Hein. Il affirme que la condamnation morale de l'esclavage en tant qu'institution, c'est une idée qui n'a émergé que dans une seule civilisation, la civilisation occidentale, à partir du XVIIIe siècle. Aucune autre civilisation n'aurait développé ça en interne. C'est ce qu'il soutient. Aucun autre mouvement indigène pour abolir l'esclavage partout dans le monde. Ce qui mène au troisième point. Comment cette idée occidentale s'est propagée? Sa réponse est directe, par la force. C'est-à-dire? Il soutient que l'éradication de l'esclavage à l'échelle mondiale a été imposée militairement, principalement par l'Empire britannique. Ah oui. Et il insiste sur le coût que ça a représenté pour la Grande-Bretagne. D'abord, le coût financier. 20 millions de livres de l'époque, une somme colossale, pour compenser les propriétaires d'esclaves. Et ensuite, un coût militaire et humain. Exactement. Pendant plus d'un siècle, la Royal Navy a patrouillé les mers pour intercepter les navires négriers, de toutes les nationalités. C'était une opération longue, coûteuse, en argent et en vie. Il y a cette anecdote terrible sur les navires arabes. Oui, dont les équipages jetaient les esclaves par-dessus bord quand ils voyaient un navire britannique pour effacer les preuves. Ça montre à la fois la brutalité du commerce et la détermination des abolitionnistes. Donc, le tableau qu'il peint, c'est celui d'une civilisation occidentale qui, après avoir participé à l'esclavage, devient la force motrice de son éradication mondiale. C'est bien la thèse. Le but, ce n'est pas d'excuser l'horreur de la traite transatlantique, c'est de mettre en garde contre ce qu'il appelle la morale anachronique. Le fait de juger le passé avec nos yeux d'aujourd'hui, Voilà. Il pense que ça nous empêche de comprendre les contraintes réelles des gens de l'époque où l'esclavage était une norme quasi universelle. minorité intermédiaire qui lie culture et économie, et cette relecture de l'histoire de l'esclavage. Mhm. Le fil rouge, c'est toujours cette insistance sur les facteurs internes, la culture, les valeurs, pour expliquer les différences de réussite. Et c'est crucial de comprendre que pour lui, le mot culture n'est pas un jugement moral. Il ne s'agit pas de dire qu'une culture est supérieure. Non, c'est plus pragmatique. C'est ça. Il s'agit d'observer que certains ensembles de valeurs et d'habitudes sont plus ou moins adaptés pour atteindre certains buts, comme la réussite économique dans un contexte donné. C'est une vision presque utilitariste de la culture. Et tout ça nous laisse avec une question de fond, une question pour notre époque. Si on accepte, ne serait-ce que comme hypothèse, que certains traits culturels peuvent être objectivement contre-productifs. Peu importe leur origine. Oui, peu importe. Comment une société peut aborder ça? Est-ce qu'on peut encourager des évolutions culturelles sans tomber dans le blame the victim, le fait de blâmer la victime, ou de porter atteinte à l'identité d'un groupe? C'est une question redoutable. Et c'est peut-être là que le vrai débat commence.